Aujourd'hui, je vous parle d'un quartier à Montréal où il fait vraiment bon vivre. Le Vieux-Rosemont a comme limite nord le boulevard Rosemont, à l'est la rue Saint-Michel, au sud le boulevard Saint-Joseph et à l'ouest la rue Héberville. Mais le quartier aurait ses origines un peu plus à l'ouest que ça. Alors, on est présentement ici au coin de la rue Chabot et la rue des Carrières, dans l'embryon du quartier Vieux-Rosemont. Le quartier Vieux-Rosemont s'est développé avant tout autour de l'axe de la côte de la Visitation, qui a été concédée sous le régime français. Donc, dès les années 1830, les fermiers viennent s'installer ici, principalement des Canadiens, des Irlandais, des Écossais. À partir des années 1870, on va devenir le village côte de la Visitation. Ici, où ce qu'on est en ce moment, c'est, on va dire, l'embryon, pas mal le noyau du village. Il y avait à peu près une soixantaine de familles à l'époque qui constituaient le village. Donc, c'était ici un peu plus de maisons collées, mais sinon, c'était tout le long du boulevard Rosemont, plein de petites fermes. Ça va rester dans cet esprit-là très agricole, sinon des gens qui travaillent dans les carrières environnantes, mais ça va rester très modeste. On est loin de la ville ici. Les gens d'ici ne vont pas affaire en ville vraiment. Le rythme est lent, mais ça va bientôt changer. OK, donc jusqu'aux années 1890, village côte de la Visitation, c'est tranquille, c'est rural, c'est paisible. À partir de ces années-là, par exemple, ça va changer. Ce qui va arriver, c'est que les Shoppingus arrivent dans le secteur. Grosse usine de trains qui va générer des milliers d'emplois. Vous irez voir notre capsule sur le sujet, d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, évidemment, c'est sûr, ça va bouleverser la dynamique du quartier. À commencer par éveiller l'intérêt de deux personnes très importantes. On va commencer avec Henri d'Endurant. Lui, c'est un mec immobilier qui fait de l'argent là-dedans. Son père est francophone, sa mère est écossaise, donc il parle les deux langues. Ça lui permet de faire des transactions à la Chine, à Westmount, à Verdun et ici dans le quartier. Il va s'associer avec un certain Hébert Holt, qui lui est un Irlandais, un self-made man, quelqu'un qui est arrivé d'Irlande, qui n'avait pas une scène en poche, puis qui s'est carrément constitué un empire immobilier. Il y a plein d'intérêt dans plein de compagnies. D'ailleurs, c'est lui qui gère la Montreal Heat and Power. Donc, ces deux gars-là vont s'associer. Ils vont former la Rosemont Land Company, qui est une compagnie immobilière, puis ils vont acheter la ferme Crawford. La ferme Crawford, ça correspond à peu près aux limites du quartier Vieux-Rosemont ici. Donc, ils vont acheter une terre agricole pour pas cher, puis ils vont lotir ça en 2300 lots résidentiels qui vont vendre aux ouvriers qui s'en viennent travailler dans les Shoppingus à prix fort parce qu'ils promettent rien de moins que les égouts, les trottoirs, l'éclairage au gaz, des aqueducs, bref, toutes les infrastructures d'une ville moderne. Donc, l'opération fonctionne en partie parce que même si les ouvriers qui s'en viennent travailler ici n'ont pas vraiment d'argent, les mecs sont habiles. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre des lots à crédit. Bref, des mecs super bright dans le sens de la business de l'époque, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, on a le droit de faire ça, d'acheter une terre agricole et puis de la revendre résidentielle. Bref, les ouvriers vont acheter les terrains à des bons prix et puis la Ville de Montréal va annexer le territoire, un peu comme la magouille le veut. On en a déjà parlé dans d'autres capsules. Au Myland, ça n'avait pas fonctionné. Ici, ça va fonctionner. Ils vont empocher un maximum d'argent dans la transaction. OK, donc après l'aventure de M. d'Endurant et M. Holt, qui auront laissé leur nom à 2 rues du quartier d'ailleurs, opération fructueuse car finalement ils auront vendu les terrains sans payer les infrastructures. Donc ça va donner naissance à un quartier ouvrier, forcément. La plupart des gens vont travailler dans les Shoppingus ou les carrières environnantes. Il faut comprendre que le quartier est enclavé. Donc ce qui arrive, c'est qu'à l'ouest,
Il y a toutes les voies ferrées qui bloquent l'accès. Même la rue Masson, à l'époque, elle ne continue pas jusqu'à la rue Papineau comme aujourd'hui. Il n'y a pas de viaduc, elle finit aux voies ferrées. Après ça, elle finit de l'autre bord avec le parc Maisonneuve, qui n'est pas encore le jardin botanique. Donc, c'est vraiment un petit quartier enclavé. Les gens qui y habitent sortent rarement. Ils vont à l'usine, ils vont à l'église, ils vont dans les petits commerces en voisinant. Le ton du quartier est vraiment dicté par le sifflet de l'usine des Shoppingus qui dicte l'horaire de tous les travailleurs, la plupart. Donc, au coup de sifflet, on voit des milliers de travailleurs descendre de la rue Masson pour aller jusque dans les Shoppingus. On travaille au shop de père en fils. C'est une fierté, on est content. On participe aux efforts de guerre dans le temps de la guerre. On fait ce qu'il faut. Beaucoup de monde travaille soit dans les Shoppingus ou soit dans les carrières. Il y en a beaucoup à l'époque. Le quartier est fragmenté de plein de cratères. Le parc Pélican aujourd'hui était une carrière. Le parc Rosemont était une carrière. Le parc Lafont était une carrière. Même le secteur dans le coin de Delormier puis les voies ferrées, c'était une carrière aussi. Donc, le quartier, en plus d'être enclavé par tout ce que je vous ai dit, est ponctué de trous. C'est dangereux. Donc, après l'opération d'Endurant et autres, les lots se bâtissent. Principalement au début, vu que c'est des ouvriers qui travaillent dans les Shoppingus, qui payent à crédit leur maison, ils n'ont pas vraiment les moyens de faire bâtir leur maison, donc ils le font eux-mêmes, notamment sous le modèle shoebox, comme on peut voir derrière moi. Les shoebox des premières heures étaient dans le fond de la cour. Il en reste quelques-uns dans le quartier, mais plus tant que ça. Sinon, le shoebox, bien, visiblement, c'est comme un plex à un étage. C'est comme un bungalow, mais futur plex. Parce que dans le fond, il faut comprendre comment ça marche. Ces gars-là, c'est des ouvriers. Ils travaillent au Shoppingus. Souvent, ils réussissent à ramener du bois, des anciens wagons, des anciennes caisses de bois que la shop leur laisse le droit de partir avec. Eux, ils ramènent ça. C'est quand même du bon bois, assez épais. Puis ils font un carré de maison, un shoebox, mais souvent assez solide pour supporter un éventuel deuxième ou troisième étage. Donc, c'est pour ça que dans le quartier, beaucoup des maisons qu'on voit sont des duplex ou des triplex, mais il faut se dire qu'à l'époque, ça a tout commencé souvent avec des shoebox. Donc, la chapelle Saint-Philomène, qui est au coin de la 5e et de Masson, qui deviendra par la suite l'église Saint-Esprit, magnifique église de style art déco dans les années 30, bien, ça va confirmer que c'est le cœur du village. La rue Masson, ça va confirmer que c'est l'artère commerciale. Les banques vont se mettre à proximité. La caserne de pompiers va se mettre à proximité. À partir de 1925, le tramway passe ici. Donc, on est un petit peu moins enclavé. On a accès au reste de la ville. C'est sûr que ça va rester comme la ville dans la ville. Et on voit derrière ici ce qui est aujourd'hui le Poivre et Sel et le Jean Coutu était à son inauguration en 1940, un Steinberg, un des premiers Steinberg à l'extérieur de la vieille ville. Ça confirmait que le quartier était une banlieue, un quartier assez populeux. C'est resté un Steinberg pendant 55 ans, jusqu'en 1995. Alors derrière moi ici, on voit le Renaissance de la rue Masson. Ouh! Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas très impressionnant, mais à l'époque, en 1927, quand on a inauguré le bâtiment, c'était le Théâtre Rosemont, qui était quand même un cinéma, ce qui confirmait que le secteur était un vrai secteur qui n'avait rien à envier aux autres. Et puis, c'est resté un cinéma jusque dans les années 70. Après ça, c'était une multitude de petits commerces banals. OK, donc dans l'après-guerre, on est vraiment à l'apogée, point de vue emploi dans le quartier. Les Shoppingus, ils ont roulé à fond la caisse. Donc, à l'après-guerre, bien, ça se calme un peu du côté des Shoppingus, mais ils vont délaisser une partie de leur gare de triage à l'ouest du quartier, qui va faire de la place à un quartier industriel qui va se développer au courant des années 50-60. Beaucoup d'usines vont se faire dans le quartier. On parle aussi d'une usine de cigares qui est aujourd'hui les Archives nationales sur la rue Haute, qui était une grosse installation à l'époque. Ça amène beaucoup d'emplois. Aussi, un phénomène qui va toucher la rue Masson, c'est que tranquillement, pas vite, les centres d'achat vont s'installer en périphérie de la ville, mais à l'époque, la périphérie de la ville, c'est pas si loin.
On parle du centre d'achat Maisonneuve, tout proche sur la rue Sherbrooke, ou même le centre d'achat Le Carrefour, qui est aujourd'hui au coin de la rue Pineuf et Jean Talon. Ça, c'est un gros centre d'achat qui attire beaucoup les Montréalais. La rue Masson aimerait beaucoup garder ses consommateurs. Ils misent beaucoup sur l'arrivée du fameux viaduc de la rue Masson en 1959. Par contre, ce que ça va faire, ben oui, ça va rendre la rue Masson accessible aux gens du plateau, mais les gens du plateau vont juste s'en servir pour aller au centre d'achat. Donc, ça va plus ou moins aider le quartier. Donc, à partir des années 1970, fermeture des shopping-gus tranquillement, pas vite, une bonne partie, en tout cas, tous les petits quartiers industriels qu'on a vus, ça ne va pas durer super longtemps parce que le secteur manufacturier, à partir des années 80, 90, ça va tout être délocalisé partout ailleurs. Donc, la plupart des gens qui habitent le quartier depuis ses débuts, qui sont des ouvriers, des gars de shop, des gars d'usine, se retrouvent un peu du jour au lendemain sans emploi. Ça va devenir sensiblement des chômeurs ou des petits travailleurs journaliers dans des petits emplois. Donc, des gens vraiment pas fortunés, des gens fiers qui aiment beaucoup le quartier. Donc, milieu des années 90, quand le plateau Mont-Royal va se mettre à revivre, on va tout de suite parler ici du nouveau plateau, particulièrement aussi parce que la rue Masson, tout comme la rue Mont-Royal, sont gérés par la famille Schiller, la famille des Oui Papa. Eux, ils possèdent plus que un gros pourcentage, je ne veux pas me lancer dans les chiffres, mais ils possèdent beaucoup de commerces et sur la rue Mont-Royal et sur la rue Masson. J'expliquerai pour ma part que le fait qu'il n'y ait pas de station de métro à proximité, ça leur a pris un petit peu plus de temps. D'autres secteurs avec des stations de métro vont s'embourgeoiser plus vite. Par contre, à partir de 2008 ou 2010, on sent vraiment un changement. Just Noodles s'installe, des petits commerces branchés s'installent et aujourd'hui, en 2020, force de constater, le quartier est victime de son succès. Le quartier est gentrifié. Derrière moi, on voit deux exemples de shoebox qui, en l'espace de quelques mois, ont eu un deuxième étage qui ont poussé. Donc, le quartier s'est gentrifié, c'est rendu une réalité aujourd'hui. On le voit juste avec tous les condos qui poussent tout partout. À noter ceux qui sont sur la rue Iberville, juste au sud de la rue Masson. C'était inimaginable il y a 10 ans et maintenant, il y a des milliers de nouveaux résidents. Donc, le quartier est victime de son succès, notamment pour l'ajout de nouvelles pistes cyclables, que ça plaise ou non. Ça embellit le quartier, ça le rend plus sécuritaire. L'ajout de fameux one-way qui font chier certaines personnes, mais qui fait que les gens qui l'habitent, eux autres, sont contents que ça soit tranquille. À force de gruger tous les petits quartiers populaires, on ne sait pas où ce que ça va mener, mais pour l'instant, c'est une réalité. Le quartier Vieux-Rosemont est un quartier agréable et recherché. Donc voilà ce qui termine notre petit tour du Vieux-Rosemont. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère aussi que, comme moi, vous avez appris plein de choses. Parlez de Montréal dans ta pipe à vos amis qui aiment Montréal ou qui aiment l'histoire. Là-dessus, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air en bas de la vidéo et on se dit à très bientôt!